Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui parle de minimalisme en famille, sans culpabilité et toujours avec bonne humeur. Seul ou avec des invités, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Si vous me suivez depuis un moment, merci de vos écoutes, de vos partages, cœurs et étoiles sur les plateformes, ainsi que vos dons sur la plateforme Ko-fi. Tous ces gestes m'aident vraiment à développer ce podcast. Et si vous êtes nouveau aujourd'hui, bienvenue à vous. Aujourd'hui, je réponds à une question toute simple, mais ça sert à quoi d'être minimaliste ? Je vais au-delà de ce dont j'ai pu parler sur le podcast et je vous expose les avantages du minimalisme dont je parle un petit peu moins souvent. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Ça sert à quoi d'être minimaliste en fait ? Bah oui, à part de faire des podcasts sur le sujet et faire l'intéressante dans les dîners mondains auxquels je n'ai jamais été invitée d'ailleurs, qu'est-ce que cela nous apporte ? Cette semaine, je me suis fixé le challenge de lister les choses que le minimalisme a pu nous apporter en tant que famille et que je n'aurais pas encore abordées ou alors que je n'aurais fait qu'effleurer. Au moment où je prépare cet épisode, j'ai publié tout juste 100 épisodes. Donc le challenge est réel parce que parfois j'ai l'impression d'avoir tout dit. Et puis en fait non. Comme pourrait le confirmer à peu près tout mon entourage, j'ai toujours un truc à dire. Donc j'ai essayé de profiter de ce super pouvoir et de me creuser un peu la cervelle. Voici donc le fruit de ma réflexion, une liste non exhaustive des choses que le minimalisme m'a apprises, en quoi il m'a fait évoluer. En préambule, j'y tiens tout de même à dire que le minimalisme, ce n'est pas une religion pour moi. C'est plutôt comme un fil rouge, une ligne de conduite pour m'aider à vivre la vie que j'ai décidé de vivre et ne pas trop m'en éloigner. Je ne pense pas du tout que cela m'ait changé fondamentalement et je pense que j'aurais peut-être appris toutes ces choses-là même si j'avais continué à surconsommer et à accumuler. Mais je pense que d'être minimaliste et d'appliquer le principe général de me concentrer sur l'essentiel et de me débarrasser du superflu m'a permis d'arriver à certaines réalisations et à changer certaines habitudes beaucoup plus rapidement que si je n'avais rien changé. Ça, j'en suis convaincue. Non, le minimalisme n'est pas une baguette magique, une manière de vivre qui d'un coup nous ouvre les portes de la vérité ou du bonheur absolu. C'est juste une série de principes, à mes yeux très ancrés dans la réalité, des outils et méthodes pragmatiques, notamment quand on parle de prise de décision. Oui, c'est une philosophie de vie pour vivre avec moins, mais ce n'est ni un dogme, ni quelque chose de rigide, ni la réponse à tous les problèmes. Être minimaliste ne nous rend pas plus malins que les autres, ce n'est pas une question de j'ai vu la lumière alors que les autres restent dans l'ombre. Forcément, sur ce podcast, je prends le temps de décortiquer les choses et j'essaye d'aller au-delà des idées reçues sur le minimalisme, mais dans la pratique, c'est vraiment quelque chose, de mon point de vue, d'assez logique et terre à terre, surtout quand on parle de minimalisme matériel. Maintenant que j'ai évacué ma peur d'être prise pour quelqu'un qui voudrait créer un mouvement sectaire, on peut commencer à rentrer dans le vif du sujet. Au-delà du fait que le minimalisme nous a permis de nous dégager un temps fou pour faire les choses qui sont vraiment importantes à nos yeux, comme je l'explique souvent dans le podcast, j'en parle d'ailleurs plus en détail dans l'épisode 1 du podcast sur notre cheminement et l'impact au quotidien sur notre famille, être minimaliste m'a apporté beaucoup plus. En premier lieu, cela nous a forcés à être plus malins sur l'utilisation des objets. Parce que oui, quand on en a moins, et surtout quand on en veut moins, on doit parfois faire preuve d'imagination. Exemple tout bête, je n'ai plus autant de plats qu'avant, je n'ai qu'un seul moule à gâteau, par exemple. Eh ben, ça force à s'adapter si on reçoit beaucoup de monde, à adapter les menus pour pouvoir tout servir, certaines recettes ou cuissons parce qu'on n'a pas toujours le bon plat ou le bon contenant. On est aussi amené à détourner certains objets pour qu'ils puissent avoir plusieurs utilisations. Exemple concret, la lampe de chevet de numéro 2, par exemple, c'est notre sapin de Noël quand on ne passe pas Noël chez nous. J'avais choisi ce grand triangle lumineux en LED dans un magasin de seconde main, car cette année-là, on ne voulait pas de vrai sapin de Noël, on voyait pas l'intérêt parce que de toute façon, on serait pas chez nous le jour de Noël. Mais on voulait quand même un côté festif à la maison. Ce triangle lumineux était donc parfait et a permis d'avoir un éclairage doux et indirect dans la chambre de numéro 2 une fois qu'on a fini de l'utiliser comme sapin de Noël sans avoir à racheter une lampe. Parce que oui, il avait besoin d'un éclairage en plus. On a fait d'une pierre deux coups parce que non seulement notre numéro 2 a la lampe qu'il voulait et qu'il adore, mais en plus ça veut dire qu'on ne stocke pas dans la cave un objet qui ne sert à rien. Si l'an prochain on veut remettre le sapin lumineux dans le salon, eh ben numéro 2 n'aura pas de lampe de chevet pendant 15 jours. Il prendra sa frontale s'il veut, elle éclaire toute la pièce ou bien juste son livre. Pour 2 semaines, ça va pas poser problème. Typiquement, avant, déjà j'aurais acheté un vrai sapin, même sans être là à Noël, ou alors j'aurais racheté une lampe à mon fils, tout en gardant ce sapin dans la cave pendant 50 semaines de l'année. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres d'utilisation d'objets qu'on a réussi à optimiser pour être sûr qu'on utilise au max tout ce qu'on a. Avec les années de pratique, on arrive tout de suite à voir le côté versatile de certains objets. Et puis, comme on a peu de choses, on connaît notre inventaire sur le bout des doigts, donc quand on a un manque, on trouve vite une solution parmi les objets qu'on a déjà, parce qu'on peut les passer mentalement en revue assez rapidement.
Être minimaliste nous a aussi aidé à créer de nouveaux liens, ce qui n'est pas forcément facile, mais indispensable à notre bien-être quand on arrive dans un nouveau pays. Voici comment. Comme on a fait le choix délibéré de ne pas avoir beaucoup de jeux de société ni de livres, alors que nous sommes de gros consommateurs des deux au sein de la famille, on s'est tout de suite inscrit à la bibliothèque en arrivant. Ça a dû nous prendre une semaine, je crois que c'est une des premières démarches qu'on a fait, mais on s'est aussi inscrit à la ludothèque. Et forcément, on fréquente assez ces établissements pour apprendre à connaître et apprécier les gens qui y travaillent et qui nous ont accueillis avec tellement de gentillesse et de générosité quand on a débarqué de notre île du milieu du Pacifique. Ces connaissances nous ont offert de super opportunités. J'ai pu faire des ateliers sur les désencombrements à la bibliothèque et numéro 1 est bénévole à la ludothèque depuis 1 an maintenant. Personnellement, ça me fait du bien tous les samedis matins de pousser la porte d'un lieu et de reconnaître du monde alors que je ne suis ici que depuis quelques mois, quelques années. Si on revient à la ludothèque, non seulement numéro 1 adore travailler avec toutes ces mamans qui sont forcément beaucoup plus cool que moi, mais cette expérience lui a appris à accueillir du public, à conseiller des gens, à entretenir du matériel, à prendre des paiements, à manipuler un programme informatique, animer des événements, bref, tout un tas de compétences qui lui donnent confiance en lui et lui seront forcément utiles plus tard. Et clairement, si on avait toujours autant de jeux de société, je ne pense pas qu'on se serait inscrit à la ludothèque. Et je ne pense pas qu'on serait allé aussi souvent à la bibliothèque non plus si on avait continué à acheter des livres ou des magazines. D'arriver avec juste 5 valises nous a aussi forcé à connaître nos voisins parce que oui, on a dû demander des services ou se faire prêter des choses de temps à autre, surtout au début. On a de la chance, j'en parle souvent, on a des voisins en or massif. De leur demander service permet aussi de créer des occasions d'échange et on adore leur rendre l'appareil dès que l'occasion se présente. Si on était arrivé tout de suite avec tout ce qu'il nous fallait, je suis sûre qu'il aurait fallu plus de temps pour apprendre à se connaître. Franchement, créer du lien plus rapidement quand tu es seul dans un nouveau pays, ça n'a pas de prix. Et notre situation nous a forcé à justement forcer un petit peu le destin et aller vers les autres. Bien entendu, et de manière très terre-à-terre, et c'est vrai que je n'en parle pas beaucoup, voire pas du tout sur le podcast, être minimaliste nous a permis de faire de sacrées économies qui, à leur tour, nous ont permis de mener à bien nos projets, notamment celui de vivre en Suisse. Faire des économies n'a jamais été le but quand on a voulu vivre avec moins. Le but, c'était purement de retrouver du temps pour nous, à la base, de retrouver une maison simple à gérer, facile à vivre et à entretenir pour nous 5. Mais forcément, quand on veut mieux consommer, on consomme moins et plus durable. Donc oui, les économies se font plus facilement. Faire du shopping n'est pas un hobby. Acheter un truc juste parce qu'il est en promo, ce n'est plus quelque chose que l'on fait. On achète tout de manière réfléchie, on ne fonctionne plus au coup de cœur totalement impulsif. On sait ce qu'on veut et pourquoi on le veut. Donc oui, on a dépensé beaucoup moins, par exemple, quand on a dû se rééquiper entièrement en arrivant en Suisse. L'ensemble de nos meubles, nos appareils ménagers, la vaisselle, le linge de maison, l'ustensile en tout genre, bref, tout ce à quoi vous pouvez penser pour équiper une maison de manière fonctionnelle nous aura coûté moins de 4 000 €. Alors, sachant que la quasi-totalité de ce qu'on a acheté est de seconde main. Quand vous déménagez de l'autre côté de la planète, vu les coûts associés, c'est pas une mauvaise nouvelle. Les 2 ans qui ont suivi ont été marqués par une forte baisse de revenus de notre part, mais on a pu faire face et ne pas claquer toutes nos économies justement parce que nous ne consommons que très peu. Et enfin, le fait de vivre avec peu de choses et de ne pas nous surstimuler au quotidien a aussi beaucoup aidé notre plus jeune garçon qui est autiste. Avant d'aller plus loin, je veux clarifier juste 2 choses. La première, c'est que je sais que certaines personnes n'aiment pas dire qu'elles sont autistes, mais plutôt qu'elles souffrent d'autisme. Même si la vie de notre dernier est parfois compliquée, parfois très compliquée, il apprend à vivre avec et à s'adapter au monde qui l'entoure de la meilleure manière qui soit. Il ne souffre pas non plus de retard, que ce soit en termes d'apprentissage scolaire, de langage, ni de motricité. Donc on ne dit pas chez nous qu'il en souffre. Lui, il préfère dire qu'il est autiste, donc c'est le langage qu'on utilise à la maison. La deuxième, c'est que l'autisme est un spectre et du coup, ce qui fonctionne pour notre fils ne fonctionnera pas pour tout le monde. Dieu sait d'ailleurs que ce qui marche le lundi ne fonctionnera peut-être même pas le mardi pour lui. Loin de moi l'idée de dire que le minimalisme est un remède pour son autisme, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Dans le cas de mon fils, il se sent facilement stimulé et donc parfois agressé par son environnement. En gros, il a besoin de calme pour se réguler correctement. Et chez lui, des choses comme ne pas retrouver facilement quelque chose, ne pas savoir où sont les choses est une source de stress. Donc forcément, en avoir moins nous aide énormément. Avoir une chambre rangée l'apaise. Alors Dieu sait que c'est pas toujours le cas, mais sa chambre a le mérite de se ranger en 5 minutes montre en main. Donc quand je sens qu'il n'est pas en grande forme, je range sa jambe vite fait quand je rentre avant lui et l'effet est garanti, il arrive mieux à digérer sa journée. Une maison avec trop de choses dedans, trop de choix de livres, de jeux, trop de déco ou autre, le met dans un état de surstimulation constant et il a du mal à redescendre. Donc oui, en avoir moins l'aide beaucoup. Et ça nous permet à nous aussi de nous dégager du temps pour être plus présents avec lui parce qu'il demande plus de notre temps. Enfin, dernier point,
Quand on parle de minimalisme immatériel, ne pas surcharger notre emploi du temps et respecter le rythme de chacun, respecter ce qui est essentiel à l'équilibre de nos enfants est aussi quelque chose qui l'aide à se réguler au quotidien. Donc non, le minimalisme n'est pas un remède, mais c'est indéniable que dans notre cas, pour les besoins de notre fils, c'est d'une aide précieuse. Voilà pour cette petite liste non exhaustive de ce que le minimalisme a pu et continue de nous apporter. J'espère que ce partage un peu plus personnel vous aura plu. Merci à vous d'être toujours tellement bienveillant avec moi que je me sens en confiance de partager des côtés un peu plus vulnérables de nos vies. Je vous kiffe. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, merci de le partager avec vos proches, de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur Spotify, iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Je vous jure, ça aide tellement à faire connaître le podcast. Les algorithmes adorent les partages, les commentaires et les notes. Et si vous voulez me soutenir de manière plus directe, notamment en m'aidant à couvrir les coûts de production du podcast qui s'élèvent à peu près à 1 000 € par an, vous pouvez me faire un don à partir de 3 € sur la plateforme Ko-fi. Je mets le lien en description. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions, des suggestions d'épisodes ou si vous voulez intervenir comme invité sur le podcast. Vous pouvez le faire par email ou via mon compte Instagram. Là encore, tout est en description. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.